Ok. Il n'y a pas l'image quoi. Do you want to dance with me? Pardonne-moi Pepper, je dois te laisser, j'ai un petit Facebook Live à animer, on fera un selfie tout à l'heure si tu le veux bien. Bonjour à tous, bienvenue à nouveau à Vivatech pour ce deuxième jour consacré aujourd'hui, on va le voir dans quelques instants, à Air Liquide et aux startups qui nous accompagnent sur ce salon. Attention, il y a Pepper, attention. Donc, on se retrouve ici à Vivatech, donc nous sommes dans le Hall of Tech. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici présents pour un deuxième Facebook. L'occasion de vous rappeler qu'hier, il y avait un premier Facebook Live qui était consacré à Energy Observer. Alors, Energy Observer, je fais un rapide rappel, hein, c'est un bateau relativement unique au monde puisqu'il est entièrement propulsé à l'énergie hydrogène et aux énergies renouvelables. Alors, on a donc rencontré son capitaine, Victorien Hérussard, et je vous invite vraiment à aller voir ce Facebook Live car c'est vraiment l'occasion de découvrir un laboratoire flottant assez unique au monde. Alors, ici, dans le Hall of Tech, c'est l'occasion aussi de vous rappeler ce qu'est Vivatech. Vivatech, c'est donc, pour sa deuxième édition ici en France, à Paris, 50 000 visiteurs attendus pendant les 3 jours que dure l'événement. Pas moins de 5000 startups qu'on trouve vraiment un petit peu partout qui présentent leur pitch, recherchent des partenaires technologiques ou encore des partenaires financiers et des clients. En phase 2, 1000 investisseurs qui recherchent potentiellement la bonne idée. Et également de très nombreux grands groupes qui sont présents pour là aussi identifier les tendances qui vont occuper les mois et les années à venir. Et enfin aussi de nombreux speakers à l'occasion de nombreux keynotes qui sont organisés ici à droite et à gauche. Alors on va retrouver maintenant sur le stand ici Air Liquide, vous le voyez, les logos sont ici, les startups sont là-haut. Et je vais retrouver donc Olivier Delabroix. Olivier, bonjour. Olivier Delabroix est donc le vice-président en charge de la transformation numérique du groupe. Il est également le fondateur de l'iLab, qui est un petit peu la start-up au sein du grand groupe qui est Air Liquide. Olivier, première chose, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la stratégie de transformation numérique du groupe? Tout à fait. Donc déjà, ce qui est important dans le mot transformation numérique, c'est l'aspect transformation. Donc c'est une vraie stratégie de transformation, et en particulier transformation autour de nos clients. Alors, l'idée, c'est de faire levier sur nos actifs. Déjà, on a 400 usines, on a 22 millions de bouteilles, 6000 stockages. Et donc, comment on peut faire levier sur tous ces actifs pour être, on va dire, pour proposer la meilleure qualité de service à nos clients. Ça, c'est clair. Le deuxième enjeu, c'est, moi, je suis convaincu que la compétition va se déplacer. Alors aujourd'hui, on se bat sur le prix, on se bat sur les technos. Demain ou demain matin, on va se battre sur l'expérience client. Et donc, si on veut garder nos clients, les fidéliser, le nouveau champ de bataille, ça va être l'expérience client. Et on a 3 millions de clients et de patients qui n'attendent que ça. Et la dernière dimension, notre dernier pilier, je parle souvent d'écosystème. Alors il y a l'écosystème interne qui est sans doute le plus important, c'est nos 68 000 collaborateurs. Et là, l'idée, c'est comment on mobilise ces 68 000 collaborateurs, comment on s'assure qu'ils aient la bonne information au bon moment, celle dont ils ont besoin, et comment notre organisation peut travailler en réseau. Donc ça, c'est vraiment l'écosystème interne. Et puis l'écosystème externe, on va en reparler, c'est les startups en particulier, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui. Donc là, on va avoir l'occasion de pitcher un petit peu toutes ces startups, parce que là, j'imagine que toutes ces startups couvrent un peu le spectre que tu viens d'énoncer. Donc justement, qu'est-ce que ça apporte finalement d'être à Vivatech? Qu'est-ce que ça apporte pour un groupe comme Air Liquide? Et est-ce que du coup, en enchaînement, tu peux nous faire le pitch des différentes startups qui sont ici sur le stand? Alors déjà, c'est nouveau pour nous. En fait, on a fait un premier galop d'essai au CES de Las Vegas en janvier dernier. C'était la première fois qu'Air Liquide était présent dans ce type de manifestation avec un stand et avec des startups. Et donc là, voilà, on est présent pour la première fois à Vivatech. Déjà, il y a un enjeu qui est il y a vraiment deux enjeux. Le premier, dans la transformation numérique, ça va très très vite. Et donc, il faut être capable de comprendre, d'anticiper, de détecter tout ce qu'il y a de nouveau. Et puis d'essayer, parce qu'en fait c'est bien sympa de comprendre, mais il faut surtout essayer. Donc un premier enjeu, c'est ça, c'est de se connecter à tout cet écosystème et de comprendre les nouvelles tendances et les analyser, voir ce qu'elles peuvent nous apporter, éventuellement si elles peuvent nous menacer. Donc ça, c'est le premier enjeu.
Puis le deuxième enjeu d'une présence ici, c'est d'incarner l'engagement d'Air Liquide avec les startups. Et là, on va en reparler sur ce stand. Mais voilà, je suis convaincu qu'on appelle ça l'innovation ouverte, hein, qu'il y a, je vais oser l'anglais, que small and big is beautiful, que les grands groupes et les startups peuvent vraiment travailler ensemble dans une relation gagnant-gagnant. Ce n'est pas toujours facile, mais on a énormément de choses, bien sûr, à leur apporter. Notre marché, ce qu'on appelle nos use case, nos cas d'usage, mais on a également beaucoup de choses à prendre d'elles, leur rapidité, leur obsession de l'adoption plutôt que de la techno. Et voilà, donc il y a vraiment un partenariat gagnant-gagnant à faire et Air Liquide est très engagé sur ces relations, cet écosystème, et c'est bien ça qu'on veut incarner ici à Vivatech. Ok, alors on va partir sur un petit inventaire lors des différents stands. On va faire 1 minute maxi, 30 secondes maxi par stand. Alors on va peut-être commencer par Ublim. D'accord. Alors je parlais tout à l'heure de nos actifs, hein, encore une fois 400 usines, 22 millions de bouteilles. Et donc là en effet on a un premier cas qui est Ublim, qui est une start-up toulousaine qui à la fois a une techno très maligne de code barre qui peut par exemple aller dans le manomètre de nos bouteilles, mais aussi de réalité augmentée, voilà, qui permet de proposer des services qu'on ne pouvait pas proposer avant autour de notre actif qu'est la bouteille. Et je vous rappelle qu'on a 22 millions de ces objets-là en circulation dans le monde. Alors là, on va peut-être basculer. Je continue. Alors, restons peut-être sur nos actifs. Nos usines. Et bien là, Imagine est une start-up qui permet de scanner nos usines. Là encore, on est sur l'enjeu d'avoir un jumeau, un modèle purement digital de nos usines. Et ça ouvre plein de choses. Par exemple, quand on rachète une usine d'un client et qu'on n'a pas les plans, etc., et ben voilà, Imagine nous permet de reconstruire des plans. Une fois qu'on a les plans, on peut proposer aux opérateurs, plutôt que d'avoir des versions papier, d'avoir des versions sur tablette. Donc là encore, Imagine nous permet de faire un pas sur nos actifs. Si on reste encore sur nos assets, là-bas, on a le partenariat que l'on a avec Sigfox. Encore une fois, une start-up toulousaine, une des licornes françaises. Et donc Sigfox sont très forts sur comment ils ont inventé une nouvelle techno de communication où du coup le client que nous sommes n'a pas à investir d'infrastructure. Et encore, voilà, ça ouvre des usages incroyables autour de ce qu'on appelle l'Internet des objets. Et encore une fois, Air Liquide, avec tous ses actifs, est un très grand candidat sur l'Internet des objets. Et donc, on croit beaucoup en Sigfox pour nous aider à créer de la valeur autour de ce sujet-là. D'ailleurs, je précise qu'on ira les voir dans quelques instants. Voilà. Alors, maintenant sur la partie, vous verrez peut-être tout à l'heure sur la santé, clients et patients. Je vous rappelle, on a 3 millions de clients et patients. Et donc là, il y a une nouvelle offre qu'on est en train de monter avec une start-up extrêmement intéressante qui permet de faire levier sur les objets connectés. Alors ça peut être des tensiomètres, une balance, pour améliorer la qualité de vie de nos patients. Et c'est des patients, il faut se rappeler que beaucoup sont âgés, beaucoup souffrent de maladies chroniques. Et donc comment avec la donnée, avec les objets connectés, on peut améliorer la qualité de vie de nos patients, en particulier en leur permettant de rester chez eux plutôt que d'aller à l'hôpital. Et bien sûr, ça permet de réduire les coûts de l'hôpital, de réduire les coûts d'hospitalisation. Donc c'est vraiment gagnant. Nos patients sont gagnants, les médecins sont gagnants, Air Liquide est gagnant et les hôpitaux sont gagnants. La sécurité sociale est gagnante. Et voilà, donc là encore une fois, une belle petite proposition de valeur. Et j'insiste, qui est en plus... J'ai parlé d'objets connectés, mais derrière, il y a des hommes et des femmes Air Liquide. Il y a des infirmiers, des infirmières, des techniciens Air Liquide. Et dans ce monde de la santé à domicile, je crois beaucoup à ces hommes et ces femmes Air Liquide qui vont faire la différence. Et on va dire le dernier volet, c'est l'écosystème, avec comment on va améliorer l'expérience de nos collaborateurs. Donc 2 startups ici géniales. La première, c'est SpeechMe. C'est une startup qui est basée à Nantes et qui permet... En fait, c'est du tutoriel vidéo. C'est une plateforme qui permet de faire du tutoriel vidéo. Et juste un exemple qu'on a mis en place, c'est j'ai un opérateur du site de Fos-sur-Mer qui se filme sur une opération de maintenance. On va dire que c'est un opérateur qui a de la bouteille, qui est expert, un peu senior. Et c'est lui qui parle. C'est avec ses mots. Il dit, je commence par, on va dire, telle vanne dans tel ordre. Je regarde si tel tuyau n'est pas pris en glace, etc. Et ensuite, un opérateur, par exemple, à Dunkerque, à l'autre bout de la France, qui est peut-être un jeune opérateur, va regarder ce tutoriel vidéo,
qui est encore une fois avec les mots, avec son métier, avec son terrain, par un de ses collègues de FOSS, et ben, voilà, va comprendre comment ça marche et va être aidé dans son... et on a de la transmission d'expertise entre les collaborateurs et c'est un des enjeux fondamentaux du digital. Donc SpeechMe, super startup que vous irez peut-être voir tout à l'heure. Et à côté, on a Zelros. Donc là, Zelros, on bascule sur le monde de l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle les chatbots. L'intelligence conversationnelle, c'est quoi? C'est je pose une question soit par oral, soit sur l'ordinateur. Et là, par exemple, c'est tout l'univers de la maintenance de nos pièces détachées. C'est un irritant de nos opérateurs parfois. C'est avoir accès à la connaissance de nos pièces détachées. Qu'est-ce que j'ai chez moi? Qu'est-ce que j'ai chez le collègue qui est peut-être dans une autre usine? Et donc Zelros nous permet par exemple d'interroger très facilement les bases de données de maintenance et être capable de mieux gérer et d'avoir plus de connaissances sur où sont nos pièces de maintenance. Comme ça, en cas de pépin, on peut activer ça beaucoup plus rapidement. Donc intelligence artificielle, interface conversationnelle, on parle de chatbot et Zelros nous permet de faire ça. Bon voilà, l'inventaire est assez dense, hein, chatbot, scan 3D, modélisation, santé connectée, il y a vraiment tout un menu. J'ai envie de terminer avec vous, Olivier, avec une question. Vivatech, c'est aussi un carrefour de tendance, c'est aussi l'occasion de voir ce qui va venir, le prochain coup d'après. Et du coup, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a tapé dans l'œil, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce que vous avez pu voir sur le salon, et voilà, je vous attends là-dessus. Oui. Alors il y a plusieurs choses. Le premier point, des robots partout. C'est vraiment frappant. Beaucoup plus que CES par exemple. Donc des robots partout. Beaucoup aussi de start-up autour de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Alors avec à chaque fois le même enjeu qui est les technos progressent. Elles ne sont pas encore mainstream et ce qui manque, en tout cas la grande question, c'est quoi les cas d'usage? Et là encore une fois, c'est un de mes chevals de bataille, c'est bien la techno, mais elle n'a de valeur que si on a un cas d'usage, si ça résout un problème de nos employés, de nos collaborateurs ou on va dire de nos clients. Donc voilà, réalité augmentée, réalité virtuelle, robotique, énormément de choses dont certaines trouvent un peu encore à trouver leur cas d'usage et je pense que c'est ça qui, une fois qu'elles auront trouvé leur cas d'usage, qui leur permettront d'exploser sur le marché. J'ai parlé tout à l'heure d'interface conversationnelle. C'est extrêmement puissant. Hein. Je pense que ça va révolutionner la manière dont on interagit. Hein. Vous allez pouvoir, avec la voix, savoir où en est votre compte bancaire, savoir, je suis un client, je veux connaître mes factures avec Air Liquide. Voilà, ça va révolutionner la manière dont on va interagir avec nos clients, ou plutôt nos clients vont interagir avec nous. Et donc là encore, énormément de choses autour de l'interface conversationnelle. Tout ça est boosté par le cœur du réacteur qui est l'intelligence artificielle. Ça arrive très très vite. Il y a 1 an, c'était dans les limbes. CES il y a 6 mois, c'était déjà très impressionnant. Et là encore une fois, on voit des usages qui sont à la maison, qui sont dans l'industrie, qui sont dans les banques. Donc quelque chose qu'il va falloir vraiment surveiller et qu'on est déjà en train de tester chez nous. Zelros, j'en ai parlé tout à l'heure, est un exemple. Un grand absent, l'Internet des objets industriels. Alors là, je suis frappé. J'ai rien vu ou pas grand-chose sur l'Internet des objets industriels. Alors là, c'est une bonne nouvelle. Ça nous conforte que le partenariat qu'on a fait avec Sigfox, par exemple, est créateur de valeur. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle quelque part, mais je suis quand même étonné de voir si peu de choses sur ce territoire qu'est l'Internet des objets industriels. Voilà les grands, on va dire, voilà ce que j'ai noté. Et, si je veux peut-être encore prendre un peu plus de recul, un des défis de Vivatech, c'était que ce soit vraiment un salon international. Alors à la fois un salon qui met la France en avant, bien sûr, la French Tech, et toute sa vitalité, mais aussi un salon international. C'est réussi. On voit beaucoup de start-up, on va dire, d'Israël, d'Afrique, des États-Unis, du reste de l'Europe. Donc ça, c'est très bien. Et puis la Chine, on va dire la grande nouveauté de ce Vivatech, c'est la présence de la Chine. Alors il y a son porte-étendard juste à côté de nous, qui est le stand Alibaba, qui est énorme, qui propose énormément de choses. Mais voilà, donc l'arrivée des Chinois aussi sur ces technologies-là est massive. Et là encore, on va devoir apprendre de ça et apprendre peut-être à collaborer avec ces nouveaux interlocuteurs. Et un dernier mot, c'est Vivatech, c'est très centré grand groupe.
Là encore, c'est intéressant. J'étais à la Maker Faire la semaine dernière, le week-end dernier, où là on est vraiment dans l'idéation, le bricolage, les petites idées. Ensuite, il y avait Futur en scène, toujours à la Villette. Là encore, c'était des startups un peu plus constituées. Et là, on est vraiment dans la présence des grands groupes. C'est presque trop, voilà, mais on en fait partie. Et voilà, et donc on voit bien tout le parcours de la startup et comment la startup a aussi une histoire à écrire avec les grands groupes. Et voilà, c'est ça qu'on veut incarner aussi Air Liquide sur notre stand aujourd'hui. Nicolas ? Merci beaucoup Olivier. Donc en un mot, Air Liquide est dans la place. Et si vous voulez continuer sur les carnets de tendance d'Olivier, je rappelle qu'il est sur Twitter, @Audelab. Et si vous voulez suivre cela encore plus au niveau groupe, Air Liquide est également sur Twitter. Merci beaucoup Olivier. On va continuer avec... on va donc continuer avec... eh bien voilà, on va aller sur le corner occupé par Alizent et donc Sigfox qui va nous présenter un vrai use case. Donc je rejoins le Dynamic Duo composé par Nora et Florian. Bonjour Nora. Bonjour. Alors Nora, je vais un petit peu introduire le propos. C'est donc Alizent et Sigfox proposent quelque chose qui permet, alors on va dire à une chaîne de restauration rapide. Qui dit restauration rapide dit consommation de boissons gazeuses. Et qui dit boisson gazeuse dit CO2 fourni par Air Liquide. Et donc ça implique d'avoir donc un contenant Air Liquide sur site. Et là, c'est là que vous entrez en jeu potentiellement pour faire communiquer ce contenant et la logistique d'Air Liquide. Exactement, c'est tout à fait ça, c'est très bien résumé. Donc pour le coup, en fait, aujourd'hui, on adresse, grâce à cette solution, donc une solution qui utilise la connectivité Sigfox, des petites installations industrielles qu'on n'était pas capable de télémonitorer avant. Donc voilà, aujourd'hui on développe une solution qui est simple, qui est autonome et qui communique à distance bien entendu sur une plateforme qui est celle-ci, vous pouvez voir. Et donc en fait on remonte avec une liste de clients, si j'y arrive, les données. Donc ça c'est des données qui sont en fait remontées de façon autonome par le device une fois par heure. Et donc on est capable de dire à la logistique, donc la promesse qu'on fait avec cet équipement-là, c'est de dire à la logistique, vous allez pouvoir planifier et optimiser vos tournées. Et aux clients, je vous garantis que vous n'aurez pas de rupture et que vous aurez toujours du CO2 pour vendre votre coca. Et tout ceci pour un investissement sur site voilà, très, très modeste. Qui est 10 fois moins cher que ce qu'on pouvait faire avant, avec des technologies classiques. Oui, parce que la télémétrie, il faut le rappeler, n'est pas quelque chose de nouveau. Il y avait les lignes de téléphone ou d'autres choses. Le GSM, le 3G, la 4G, c'est des choses qui existent aujourd'hui. Demain, avec Sigfox, on est capable de faire des devices et des solutions qui coûtent 10 fois moins cher. Donc d'adresser des besoins qui n'étaient pas adressés hier. Donc, si on décrypte le tableau, là on a donc les adresses des différents établissements, la contenance du Rambo, comme vous dites. Du Rambo, voilà. La contenance avec les degrés d'alerte et donc les alertes possibles, et on pourrait aller, si on voulait tirer le fil un petit peu plus loin, sur la maintenance prédictive en quelque sorte. Voilà, de la maintenance prédictive. Aujourd'hui, cette solution elle remonte uniquement la pression, mais elle pourrait remonter d'autres données comme les températures, comme plein d'autres données qu'on peut mesurer sur site, et donc effectivement le modèle peut aller très loin. Je vais demander au maestro Florian de peut-être me simuler une alerte. Admettons, j'ai un lieu qui est un petit peu... qui va me communiquer... l'outil Sigfox, quelque part, Alizent va me communiquer quelque chose. Comment ça va se passer sur mon interface au niveau du logisticien qui est en face ? On va prendre un cas concret déjà. Donc on va se mettre dans l'histoire, par exemple, que vous êtes dans votre fast-food préféré, que vous commandez une boisson gazeuse. Et pour que cette boisson soit gazeuse, il faut impérativement que le distributeur de boisson soit relié en direct à un bulk, un conteneur de CO2. Et c'est simple, en gros, sur ce bulk, il va y avoir plusieurs capteurs. Et nous, avec ce petit boîtier noir, en fait, on va simuler un capteur de pression. Sur ce capteur de pression, on va venir brancher le micro Dahlia en direct, de façon à ce qu'il récolte et diffuse toutes les données émises par le capteur de pression. Voilà. Donc le bulk communique au capteur de pression des données qui sont ensuite directement transférées via la technologie Sigfox sur la plateforme donc, qui est juste ici. Alors là, je force justement le micro Dahlia à communiquer une donnée qui va apparaître en direct, normalement si tout va bien, sur notre joli écran. Sous nos yeux ébahis. J'ai confiance. J'y crois aussi. Et voilà. Donc la donnée vient d'apparaître et là vous avez la liste de toutes les données en fait, qui ont été remontées depuis ce matin mais aussi depuis hier et les jours précédents, de façon à ce que, in fine, sur une plateforme que l'on a mis en place,
ces données deviennent une information exploitable, concrète, directement par un logisticien, de façon à ce que les meilleures décisions soient prises dans les meilleures conditions pour le client final. Voilà, tout simplement. Excellent, donc là c'est vrai qu'on a un type de données, on va dire, c'est le volume en quelque sorte, mais on pourrait aller, la pression pardon, et on pourrait aller beaucoup plus loin potentiellement. Exactement, ça peut être la température, le volume comme vous précisiez, donc voilà, il y a différents types de données qui peuvent être remontées et le Dahlia a pour problématique d'en remonter effectivement une, là sur le stand on vous précise que le boîtier noir c'est un simulateur de capteur de pression, mais on peut aller beaucoup plus loin avec ça. Merci beaucoup Florian. Alors, est-ce que je reviens vers Nora ou Florian pour poser la question sur le pourquoi de cette alliance Alizent Sigfox qui se... Allez. C'est parti. Alors pourquoi Sigfox? Alors aujourd'hui on utilise cette nouvelle technologie de communication pour 3 raisons. La première, c'est le coût de développement d'un device où on a des processeurs à l'intérieur de ce boîtier qui coûtent vraiment pas cher par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant. La deuxième, c'est le coût de la communication. C'est un coût de communication qui est 10 fois moins cher que ce qu'on peut avoir avec une technologie classique. Et la troisième raison, c'est la consommation énergétique qui est très faible parce qu'on envoie très peu de données. Et on est limité en termes de nombre de messages, donc ça c'est la partie technique qui est un peu limitante, mais on peut adresser plein de cas d'usage avec ça. Mais c'est surtout qu'on a à l'intérieur de ce boîtier une pile. Donc on n'est pas obligé de le brancher à un réseau électrique quelconque. On a une pile qui est autonome et qui peut durer, en fonction des cas d'usage, entre 5 et 10 ans. Oui. Et donc ça c'est une vraie révolution pour la partie industrielle. Excellent, oui, donc c'est un petit peu comme la domotique où effectivement on a un capteur de mouvement et que ça dure plusieurs mois au niveau de la pile. Petite question, peut-être pour élargir le scope, du coup Vivatech c'est l'occasion pour vous de mettre en avant cette application. Nous sommes là, cette application. Et du coup, c'est aussi l'occasion potentiellement de faire de nouer des contacts business, c'est ça? Alors oui, d'abord, on est là avec Sigfox pour d'abord être témoigner en fait de comment est-ce qu'aujourd'hui Air Liquide déploie sa transformation digitale. Donc on veut aussi mettre en avant les startups avec qui on travaille. Et puis oui, créer du contact et puis voir comment ça se passe dans les autres industries. Voilà. Parfait. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. J'espère que voilà, ça va faire florès et qu'on va voir des petits équipements Alizent Sigfox un petit peu partout. À la fois... mais j'ai peut-être une dernière question d'ailleurs, parce que là on parlait du cas concret des boissons, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres usages possibles identifiés? Oui, on est en train de travailler sur un système pour les tireuses à bière, par exemple. Voilà, les tireuses à bière, donc, qui sont des machines finalement. Et donc on veut s'assurer que la température en entrée du circuit soit la bonne, que la température en sortie du circuit soit la bonne, que le compresseur fonctionne bien, et tout ça on veut pouvoir le voir à distance. Et ça c'est un device qu'on développe en ce moment. D'accord. Bon, je rappelle qu'il faut consommer l'alcool avec modération. Merci beaucoup à vous deux, je vais donc vous laisser. Excellent Vivatech à vous. Et donc on va continuer notre petit tour d'horizon. Cette fois-ci on va aller voir Imaging. Donc tout à l'heure Olivier nous en a parlé. On est là dans l'univers de la modélisation 3D, du scan 3D. Alors Imaging est une start-up, si je ne m'abuse, qui nous vient de Strasbourg. Et donc je retrouve Luc Kern. Vous vous présentez un petit peu comme le Google Street View de l'industrie. C'est ce que j'ai lu. Et j'ai l'impression que ça va même bien au-delà finalement. Oui, effectivement. Donc, nous numérisons des ensembles industriels. Nous mettons en ligne l'ensemble des données de manière à ce qu'on puisse y naviguer pour faire donc un certain nombre d'exercices, notamment implémenter des maquettes numériques pour les mélanger avec le nuage de points et faire de la gestion de projet. Donc, tout ça peut se faire en ligne. On peut également utiliser ce Google Street Map, on va dire, technique, pour faire de la visite virtuelle, pour extraire des données sur des cases de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Donc il y a énormément d'applications possibles et également implémenter, je dirais, toute la partie communication avec des objets connectés. Oui, j'avais une question sur quand on vient scanner un site industriel, comment ça se passe au niveau concret? On vient avec un équipement particulier, avec vos équipes. Combien de temps ça prend, par exemple, pour mapper une ASU et réaliser ses plans? Parce que je crois que c'est ça le sujet, c'est ce que Olivier disait. La problématique, c'est les plans qui se perdent dans le temps, les plans papier. Et donc là, on a vraiment une opportunité de faire des plans dynamiques, 3D, modélisés, et qui vont en plus pouvoir être agrémenté, amélioré tout à travers le cycle de vie de celui-ci.
Alors tout à fait, c'est exactement ça. Alors juste pour le processus, nos équipes vont sur le terrain, positionnent ce qu'on appelle un laser scanner. C'est une boîte parallélépipédique qui pèse à peu près 15 kg. Et un scan dure à peu près entre 30 secondes et 2 minutes 30 en fonction de la qualité de la levée qu'on veut faire. Donc voilà en quelque sorte. Donc pour avoir un ensemble industriel complet, on répète les positions de scan. Et après, on assemble l'intégralité des données avec du géoréférencement, du géopositionnement. Ce qui nous permet d'avoir un modèle complet d'un site industriel avec la précision qui est au rendez-vous. Voilà. Donc après, pour la partie utilisation des données, effectivement, le laser scanning va permettre de confronter la situation réelle sur le terrain, qui est tel que construit, avec l'armoire à plan qui souvent n'est pas à jour, manque de données et ainsi de suite. Donc on utilise le laser scanning pour corriger et pour compléter les plans qui ne sont pas à jour. Au-delà de ça, on extrait également des maquettes numériques qui peuvent servir à diverses fins, notamment à des fins de gestion de projet. Donc voilà, alors est-ce que vous pouvez nous montrer peut-être une vue particulière d'un site tel qu'il est modélisé par vos systèmes et vos équipes? Ça peut toujours être intéressant. Et puis après, on ira voir que même sur site, avec un petit appareil qui est ici, on a pu se faire scanner aussi un petit peu avant. Et c'est assez bluffant en termes de résultats. Alors là, tout simplement, on est dans l'interface web sur laquelle on va pouvoir donner aux utilisateurs un accès au relevé scanner, au relevé laser. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un petit peu le Google Street View industriel avec la précision du millimètre sur lequel on va déjà pouvoir naviguer, repérer un certain nombre d'éléments, zoomer sur les objets et également prendre des mesures. Donc de n'importe quel point à n'importe quel autre point. Voilà, donc il y a un ensemble de fonctionnalités qui permet d'accéder à tout ça. On peut également géoréférencer un certain nombre d'éléments, on peut taguer les éléments de manière à faire des recherches sélectives et directement avoir le visu sur l'élément qui a été tagué. Ouais, alors là c'est vraiment assez fantastique, vraiment ça permet à une personne qui est vraiment à distance de pouvoir vraiment être sur le site avec son jumeau virtuel. Donc ça c'est vraiment en termes de coût, ça permet aussi de permettre des efficacités, gain de temps, gain d'argent. Tout à fait. Alors le gros avantage, c'est qu'on ne met quasiment plus les pieds sur le terrain parce que les raisons de sécurité, on va éviter d'avoir des accidents. Donc moins on va sur le terrain, mieux on se porte, mais il a la donnée quand même nécessaire. Donc on va pouvoir partager cette donnée à travers le monde avec un login et un mot de passe. Parfait. Bon, alors on termine par le petit côté récréatif, mais c'est vrai que vous nous avez scanné tout à l'heure. Alors on était avec Valentin et Coralie qui fait partie des équipes d'Air Liquide. Et donc on a fait une petite photo souvenir en 3D que l'on va vous montrer. Et puis ensuite on va se diriger. Voilà, alors je propose qu'on voit. C'est assez bluffant, hein. Vraiment, on peut vraiment bouger autour de nous. On est dans un univers parallèle en quelque sorte. Donc ça c'est assez fantastique. Alors on va essayer de récupérer cette photo et de la partager sur nos réseaux sociaux également. Là, vous voyez, c'est assez fantastique. Donc imaginons ça avec des équipements industriels. Extra. Merci beaucoup Luc. Merci pour cette démonstration. Je vous en prie. À très bientôt. On va terminer très vite parce que voilà, le temps nous est compté. On va terminer avec AEMA. Alors là, on va vraiment partir sur les lunettes 3D qui vont permettre aussi de la communication avec les équipes sur le terrain. Donc je retrouve Thierry Sifodil. Thierry qui est ici. Hop là, je bouscule. Pardon Thierry, bonjour. Alors je me suis un peu éternisé sur les autres startups qui étaient avec nous. On va finir avec AEMA assez vite. Donc l'idée d'AEMA, c'est une startup rennaise, je crois, hein, qui propose des lunettes connectées et qui permettent donc de faciliter le travail entre le technicien qui est sur le terrain et l'expert, on va dire, quelque part, qui est potentiellement à des dizaines ou des centaines de kilomètres de là. Exactement. Donc en fait, l'idée c'est que ces lunettes-là ont été trouvées par l'iLab, donc incubées par iLab, et en partenariat avec INC France, et en particulier donc, le centre de technologie cryogénique, a permis d'industrialiser et de nous proposer à nous, opérationnels, d'utiliser ces lunettes-là. Alors, nous sommes donc à l'ingénierie qui construit les usines qui vont être exploitées par le groupe. Et donc nous construisons, nous montons, nous démarrons les usines. Donc nous envoyons des gens sur site qui vont rencontrer des problématiques
sur site. Et qu'est-ce qu'ils font d'habitude? Lorsqu'ils rencontrent une problématique, un tuyau qui par exemple rentre dans une structure, eh bien je prends des photos, je retourne au bureau, je les télécharge, je les envoie par mail en écrivant et on la réponse. Simplement sur site, on a des problématiques, une problématique de temps assez importante. C'est-à-dire que si par exemple cette problématique me bloque une grue qui coûte des milliers d'euros par jour, j'ai besoin d'avoir une réponse immédiate. Donc nous avons utilisé donc ces fameuses lunettes et mis à disposition ces lunettes sur un certain nombre de sites. Donc ce sont des sites qui peuvent être, on les a testés donc en Pologne, en Turquie, en Afrique du Sud. Et ce sont des lunettes, que nous connectons donc directement avec un expert qui se trouve à Paris. Donc là par exemple Nicolas, toi tu es justement tu es le candide technicien sur site et tu as un problème sur chantier. Tiens, je te donne ce téléphone et tu veux absolument corriger ce logo. Donc tu m'appelles. Et comme tu peux voir, je suis connecté directement ici via mon ordinateur. Donc moi je suis à Paris, toi tu es par exemple en Afrique du Sud. Et tu as envie de savoir qu'est-ce qui ne va pas sur ce logo. Alors tout d'abord tu essaies de trouver où est le logo. Donc vas-y, fais un tour, tu peux regarder un petit peu ailleurs. Donc ce qu'on observe ici, c'est Nicolas qui se balade sur le stand d'Air Liquide. Et je vois grâce à l'ordinateur, sur cet ordinateur, je vois exactement ce qu'il regarde. Donc on voit toutes les innovations que vous avez déjà vues tout à l'heure. Il va voir donc évidemment le bateau Energy Observer. Et je peux éventuellement, voilà, et donc il va revenir et il se trouve qu'il y a un problème sur le logo, semble-t-il, et il ne sait pas quel est le problème actuellement. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais demander donc à Nicolas qui m'entend, donc alors là on est juste l'un à côté de l'autre, mais je peux très bien, il m'entendrait via des oreillettes s'il était à 10 000 km d'ici. Je peux prendre en photo donc ce qu'il est en train de regarder. Donc Nicolas, tu peux te focaliser par exemple sur le logo Air Liquide, voilà. Et là, je peux dire, écoutez, voilà, la problématique, c'est que ici, là, sur le logo, il manque peut-être, exemple, le ENC, qui correspond à Engineering and Construction, qui est l'entité dans laquelle nous travaillons. Et je peux lui envoyer directement donc sur ses lunettes, grâce à un retour qu'il a sur... Je confirme, j'ai voilà. Je vois ce qu'on vient de... Ah, donc vous voudriez donc à la place du logo Air Liquide, un logo Air Liquide Engineering Construction. Voilà, c'est exactement ça. Je comprends. Voilà. Donc... Oui, donc pardon, j'avais oublié le micro, mais c'est vrai que donc, la question c'était de mettre un logo Engineering Construction, mais ce n'est pas possible, nous sommes sur le stand Air Liquide, le groupe. Exactement, donc malheureusement je n'ai pas donné la solution, mais en tout cas basiquement c'est ce qu'on fait sur les sites. Nous avons une interaction très rapide, donc en 15 minutes de temps l'expert peut donner une solution au superviseur sans qu'il y ait ces échanges de mails assez impressionnants et consommateurs de temps. Du côté des experts, c'est très intuitif. Donc, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, donc c'est en quelques clics, j'ai pu prendre une photo, j'aurais pu même importer une photo ou un plan que j'avais moi sur mon ordinateur pour le montrer au superviseur qui aurait eu le retour directement. Et du côté du superviseur, c'est très rassurant parce qu'il sait que lorsqu'il a un problème, il a des experts à disposition et une réactivité très importante. Donc aujourd'hui, nous essayons de déployer cette solution sur nos sites majeurs pour qu'ensuite on puisse avoir cette facilité de contact avec nos chantiers. Eh bien, mon petit doigt me dit que cette innovation va faire des petits et on va le retrouver très rapidement à travers le groupe parce que franchement, ça facilite la vie vraiment des collaborateurs. Merci beaucoup Thierry. Oui, merci, au revoir. Eh bien voilà, ce Facebook Live se termine. Il a duré assez longtemps, hein. Je crois qu'on en est à plus de 30 minutes. Donc je vous remercie vraiment de nous avoir suivis sur ce Facebook Live, également sur celui d'hier. Je remercie toutes les équipes qui nous ont aidés à le préparer, Liv, Agathe, Caroline et tous les autres. Je vous donne un rendez-vous à l'occasion d'un prochain Facebook Live, je l'espère. Et encore un très bon Vivatech à tout le monde. Merci, à bientôt.